Bon bah bonjour, hein. Il paraît que ça se dit. C'est Kevin pour les Ludovores, on se retrouve pour le 130e, j'aime bien les chiffres ronds, numéro du menu crowdfunding. Est-ce qu'on fera un truc spécial pour les 150? J'en doute parce que entre temps je vais oublier. Quoi qu'il en soit, bienvenue dans ce nouveau numéro du menu crowdfunding, l'émission dans laquelle je présente la grande majorité des nouveaux projets de jeux de société actuellement en cours de financement participatif sur Kickstarter, sur GameFound, sur Ulule, sur BackerKit, sur Game on Tabletop, et c'est à peu près tout en général, faut pas déconner non plus. Du coup, cette semaine, eh bien, ça confirme un petit peu la tendance des 3, 4, 5 dernières semaines. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein. Il n'y a pas beaucoup de bectance, hein, comme on dit. Enfin, on ne dit pas, en fait. Hein. Je viens de dire ça, mais en fait, on ne le dit pas. Je le dis comme ça, un petit peu à la volée. Hein. Oui, je sors des expressions qui n'existent pas assez régulièrement. Si vous n'êtes pas habitué à la chaîne, sachez-le. Ça veut rien dire, mais c'est comme ça. Ça me fait plaisir. C'est cadeau. Je ne sais pas, utilisez-les chez vous. Donc ouais, cette semaine, encore une fois, pas grand chose, j'ai un dessert éventuellement à vous proposer, et encore, sur une semaine un petit peu plus consistante, il aurait été placé dans les plats principaux, parce que oui, aussi pour les nouveaux, hein, le menu crowdfunding s'est présenté sous le menu de, enfin sous le format de entrée, plat, dessert, par ordre croissant d'intérêt objecto-subjectif des projets actuellement sur Kickstarter et compagnie. Du coup, sans plus tarder, on attaque directement les entrées. Je crois que j'en parlais littéralement il y a 2 semaines en disant que Compass Games, un peu à la Queen Games, mais pour ce qui est du Wargame, faisait des campagnes toutes les 3-4 semaines, et je crois que ça fait 2 semaines, voire peut-être 1 semaine, qu'ils avaient publié leur dernière campagne, et ils nous reviennent déjà avec The Last Gamble, publié d'abord en 1989, mais réédité par Compass Games. On vous envoie ici sur le front des Ardennes, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça, la offensive des Ardennes en décembre 1944. C'est pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus. Grand degré de complexité, c'est pour 3 à 20 heures. Allez savoir. Et vous pouvez apparemment y jouer en solo. Oui, bah de toute façon, c'était écrit de toute façon ici. Donc voilà, c'est comme d'habitude des Compass Games. C'est assez aride, j'allais dire moche. Non, on va dire que c'est juste aride, comme beaucoup de wargames sont arides. Ils ne le sont pas tous, mais après je suis pas très connaisseur de toute façon en la matière, et comme d'habitude, Compass Games, les campagnes sont très très mal présentées, on va dire. En bref, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes visuels, donc on va pas non plus en parler très très longtemps, mais juste pour le fun, Compass Games, parce qu'il me semble vraiment que c'était la semaine dernière, ou alors vraiment le temps passe très vite, de toute façon le temps passe très vite, mais... Air and Armor, ouais, ça devait faire 2 semaines, je pense, à peine. On va juste aller checker. Ça sert à rien, hein, ça sert à rien, mais bon. Il s'est terminé le 9 avril, c'était présenté le 28 mars. Ouais, ça fait 2 semaines, ok. Donc ouais, ils sont assez actifs sur Kickstarter avec leur campagne Compass Games. Quoi qu'il en soit, le projet est d'ores et déjà financé avec 7600 €, 67 contributeurs seulement, mais la campagne s'est lancée hier au moment où je m'enregistre, donc c'est aussi un peu pour ça. 11 jours avant la fin de la campagne, pas de VF ceci. La catastrophe industrielle de la semaine, elle se trouve du côté de chez GameFound avec Astrum, de chez Cosmodrome Games avec seulement 75 backers. Après 3-4 jours de campagne, on peut dire que là, ils lancent leur campagne de la plus belle des manières, et c'est complètement ironique, hein, à savoir, bon là, triple loot se piquer, atterrissage sur les gencives, hein. 75 backers en moins d'une semaine, alors bon... On n'est pas non plus dans quelque chose de totalement irrégulier sur GameFound. On a beaucoup de petites campagnes qui mordent de la poussière assez rapidement. Mais là, quand même, vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, j'ai cité quand même Cosmodrome Games. Pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement ou qui ne s'en rappelleraient pas grand-chose, c'est quand même l'éditeur derrière Aquatica, First Contact ou Smartphone Inc. Des jeux qui, à l'époque, avaient quand même su trouver leur public. Enfin, First Contact a peut-être un petit peu moins. Mais Aquatica, c'est un jeu quand même une très bonne presse. Smartphone Inc. aussi, même si je crois que lui, pour le coup, n'a pas de VF. Je sais plus, à vérifier. Mais bref, ils sont tous les 3 dans le top BGG top 500. Donc surtout Aquatica, je crois qu'il est peut-être dans le... Non, pas dans le top 100, mais dans le top 200, quelque chose comme ça. Bref, venant d'un éditeur tel que Cosmodrome, faire un résultat tel que celui-ci, ça pique méchamment. Bref, quoi qu'il en soit, il reste 17 jours. Ça va être compliqué, je serai eux, j'annulerai, je reviendrai plus tard, peut-être sur Kickstarter, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, c'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties relativement courtes de 30 minutes environ, c'est pour 10 ans et plus, donc c'est relativement familial. Il s'agit d'un petit jeu abstrait où vous êtes placé dans l'Espagne du 13e ou 14e siècle, je ne sais plus, 13e siècle, voilà, sous la cour du roi Alphonse le Sage, on va dire.
Ils sont fans d'astrologie, les gars, voilà. Et donc, ils veulent que vous observiez les étoiles, que vous fassiez du set collection, parce que oui, ils jouaient déjà aux jeux de société, les gars. Et donc, vous allez faire simplement un jeu de set collection, avec matos relativement sympatoche. Vous avez placé des tuiles transparentes sur une map partagée, et à partir de là, ben, vous allez donc faire du set collection, collecter différents sets d'étoiles, tels que vous le voyez ici. Bon, c'est vrai que c'est très abstrait, la thématique on s'en fout un petit peu, mais bon, c'est plutôt original, c'est plutôt joli. Ça a pas l'air d'être plus mauvais qu'un autre, mais c'est vrai que bon, ça présente peut-être un peu moins bien que Smartphone Inc. ou Aquatica par exemple, qui était un peu plus thématique, qui était même beaucoup plus thématique que Astrum pour le coup. Astrum, il vous coûtera 39,99$ si vous voulez mettre la main dessus. C'est assez rare d'ailleurs de voir des chiffres, enfin avec des virgules derrière, des décimales derrière sur Kickstarter ou sur GameFound. Je viens de m'en rendre compte à l'instant où je vous parle. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, ça bide méchamment du côté de chez GameFound pour Astrum, pourtant l'œuvre d'un éditeur assez connu. 75 backers 17 jours avant la fin de la campagne, ça sent un peu le sapin, voire même la cagette, hein, dans l'état de la situation actuelle. On enchaîne avec Solace, le nouveau projet de Lunar Oak Studio qui pour le coup me déçoit un peu. Pas parce que le résultat est mauvais, alors, certes le résultat n'est pas fantastique, mais bon au moins c'est financé. Mais c'est un éditeur qui généralement fait des jeux très ambitieux en termes de composants. Hein. Je ne vais pas parler de la qualité intrinsèque du gameplay parce que je n'ai encore jamais eu l'occasion de jouer à un jeu de ce studio italien, mais en revanche, souvent ça présente vachement bien sur la table. On avait Shell qui avait d'abord fait une campagne réussie de justesse. Ils sont aussi connus pour avoir des seuils de financement réalistes et honnêtes, ce qui n'est pas toujours le cas. Curse of Candelabria en avait d'ailleurs fait les frais, puisqu'ils avaient d'abord annulé parce que le financement était vraiment très élevé. Ils avaient tenté une nouvelle fois avec toujours un seuil très élevé, mais cette fois-ci, ils avaient réussi de justesse, avec une VF qui plus est pour Curse of Candelabria, qui était vraiment très classe. Lumentaro, c'était un petit peu un projet alternatif différent, dans le même univers que The Curse of Candelabria, mais c'était pas un jeu de société à proprement parler, on va dire. Et donc ils nous reviennent avec Solace, qui pour le coup est beaucoup moins ambitieux, avec un seuil de financement beaucoup plus classique, 10 000 €. 253 contributeurs de 7 jours avant la fin de la campagne. On est sur un jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs, dans un univers un petit peu ouais, sci-fi, un petit peu steampunk, enfin même pas du tout steampunk, c'est pas le mot que je cherche, cyberpunk on va dire plutôt, dans un monde immortel où vous incarnez en fait des agents du SWAT américain futuriste, hein, bien futuriste. C'est essentiellement un jeu de gestion de main avec un aspect campagne legacy, hein, si je me souviens bien. Voilà ici, des missions coop slash legacy, pour 1 à 4 joueurs, voire 5 si vous jouez avec l'extension. Des parties relativement courtes, ceci dit, hein, pour 20 à 45 minutes. Pour le reste, c'est essentiellement des cartes. C'est aussi du coup pour cela que ça me déçoit, parce que bah, pour une boîte qui nous a habitués à produire des jeux vraiment avec un matos très sympa, avec une belle présence sur table, ben là, ok, on a éventuellement un tapis de néoprène pour aller ajouter un peu d'ergonomie et puis de luxification, mais pour le reste... Bon, bah vous allez jouer avec des cartes essentiellement, hein, c'est pas aussi classe qu'à l'accoutumée, donc je suis un petit peu déçu, mais bon en même temps, peut-être que le jeu est très sympa. Au-delà de ça, pour la version KS, il vous faudra débourser assez peu d'argent, c'est un jeu relativement accessible en comparaison avec leurs autres projets jusqu'à maintenant, 29,31, ensuite KS Edition plus l'extension 39, 41, 50, pourquoi il y a une variation, pourquoi il y a une fourchette de prix? Là-dessus, je ne sais pas. Ensuite, le all-in, éventuellement, pour ceux que ça intéresse, avec le néoprène, par exemple, eh bien, il faudra débourser 59 à 61 €. Vous pouvez aussi ajouter quelques petits add-ons de ci, de là, si ça vous chante. Mais encore une fois, un petit peu déçu par cet aspect, justement, très classique en termes de matériel, un petit peu plus cheap qu'à l'accoutumée. Alors certes, ça fait un jeu de Lunar Oak qui peut-être se vendra plus facilement, plus accessible de ce point de vue-là, mais... qui je trouve, on ne retrouve pas exactement, dans lequel je trouve on ne retrouve pas exactement la patte artistique qui faisait un petit peu leur identité sur Kickstarter. Donc voilà pour Solace, 253 contributeurs, 11 629 € d'engrangés, 17 jours avant la fin de la campagne. Je crois que c'est une règle, hein, une loi maintenant actée, hein, sur GameFound, il faut nécessairement un jeu avec des chats une fois par mois minimum.
que ce soit GameFound ou Kickstarter d'ailleurs. Hein. Et cette fois-ci, ça nous vient de chez All or None Games et il s'agit de Cat Packs. 144 backers se sont rués sur les petits matous 19 jours avant la fin de la campagne. Le projet est d'ores et déjà financé. On est sur un jeu de set collection essentiellement, mais également un petit peu de gestion de ressources. C'est un jeu très familial pour 1 à 4 joueurs, 45 minutes la partie pour 8 ans et plus. C'est pas très joli, mais bon, ça passe. Vous avez des cartes, différentes couleurs, différents logos que vous pourrez interconnecter potentiellement les uns avec l'autre, comme vous le voyez ici, par exemple. Même si la couleur est différente, parfois on a les mêmes logos pour pouvoir les connecter et ainsi faire des points. Voilà, c'est relativement classique en termes des gameplays, j'ai pas l'impression que ça vienne révolutionner le bousin, mais bon, c'est peut-être très sympatoche à jouer. Pour tous les amateurs de petites boules de poil, ma foi, pourquoi pas. Juste combien ça coûte ce bordel? Deluxe Cat, 33 € pour avoir en plus du jeu de base les ressources que l'on voit ici en bois, j'imagine, ou ça? Wooden Deluxe, ok, Wooden Deluxe, Token Deluxe, donc des petits jetons de bois screen print pour ajouter un petit peu de deluxification, c'est plus sympa, mais sinon, si vous vous en foutez et que le carton vous convient, vous pouvez aussi prendre l'édition de base, un Cat à 20 €, même Stray Cat, mais c'est peut-être bien un Early Bird, je ne sais pas. Quelle est la différence? Only for the fellow broke stray cards. Ah d'accord, oh c'est sympa ça par contre, c'est très sympa. Mais je peux plus l'ajouter. D'accord, il y avait un nombre limité, d'accord, c'est 25 copies uniquement, mais c'était présenté comme étant donc 5 $ moins cher que le pledge de base, alors que c'est le même contenu, pour ceux qui ont un peu plus de difficultés financières. Donc c'est sympa comme présentation, je sais pas s'il y avait véritablement une sorte de vérification post-pledge pour vérifier si vous n'êtes pas juste blindé de thunes mais très radin. Allez savoir, je ne sais pas, mais en tout cas le principe était intéressant. Ensuite vous avez d'autres niveaux pledge un petit peu plus chers avec des artworks, avec un petit côté mécénat quelque part aussi qui m'intéresse pas outre mesure. Voilà donc pour Cat Packs actuellement du côté de chez GameFound, alors que j'ai vu des drapeaux. Il y aura du français, ah j'avais oublié ça. Enfin non, je ne l'ai pas oublié, je ne l'ai pas vu en fait. Il y aura du français pour 4 packs, donc éventuellement, pour ceux qui voudraient y jouer en famille, sachez que ça reste accessible de ce point de vue-là également. Donc voilà pour 4 packs du côté de chez GameFound, avec 6600 €, c'est financé, 144 backers, 19 jours avant la fin de la campagne. Kickstarter nous rappelle parfois qu'il est également une plateforme qui permet à des créateurs de faire naître leur projet alors qu'ils ont zéro moyen. C'est le cas ici avec Brewhouse, qui est le premier projet de Douglas Salum, je ne sais pas comment on est censé le prononcer, qui nous vient du Canada, de Toronto plus précisément. Et avec 46 contributeurs pour l'instant, le projet n'est pas encore financé, mais le seuil de financement est relativement faible, donc il y a peut-être encore moyen, 26 jours avant la fin de la campagne. Pour tous les amateurs de binous, sachez-le, c'est peut-être un jeu pour vous, même si je l'ai dit tout à l'heure, hein, bon, il n'y a clairement pas de moyens, et ça se ressent aussi au niveau du matériel, en fait, simplement. Alors, il y a quelques petits éléments en plastique qui comment dirais-je, font illusion. Le plateau, bon, on se dit ça passe aussi, mais déjà, on a des vieux billets qui font un petit peu Monopoly, c'est pas du meilleur goût. Et puis également les cartes, on a l'impression que bon, sous Paint, c'est jouable. Je peux peut-être faire un truc similaire sous Paint. Donc ça c'est quand même un petit peu dommage. Mais bon là-dedans vous allez donc produire de la bière, tout un tas de bières différents, et pour ça bien sûr il faudra respecter certains prérequis, certains ingrédients nécessaires à la confection de la dite binouze. Voilà pour ce qui est de Brewhouse, j'entre pas trop dans les détails, juste combien ça coûte, je crois que j'ai raté le prix. C'est 45 $ canadiens, donc environ 31 € pour jouer à Brewhouse. Sachez que, a priori, le jeu sera assez compliqué à trouver par la suite. C'est clairement un projet dont la vie se limitera à la campagne Kickstarter, a priori, à moins qu'un éditeur backant le jeu et le trouve absolument génial décide de le prendre en main et de le présenter au grand public. Après tout, c'est possible, mais en l'état, il y a peu de chance. Voilà donc pour Brewhouse, 46 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne. Amateurs de Roll 'n Write, voici venir Renters et son extension Parking, puisque apparemment c'est un jeu qui avait déjà connu une campagne de chez Titan Board Games. On va aller voir rapidement juste par curiosité.
Pas ici en tout cas, peut-être que c'était sur Kickstarter, je ne sais plus. En tout cas, je pense que je m'en rappellerai parce que clairement, Renters vient piquer sa police de caractère à Friends, si mes souvenirs sont bons, la célèbre série américaine des années 90. Pas de français, c'est dommage parce qu'il y a de l'espagnol, de l'allemand, du polonais, de l'anglais, mais pas de français. Bon, en même temps, c'est un petit run and write, c'est très accessible, donc si vous comprenez un minimum l'une des 4 langues ici, ça devrait pouvoir se faire quand même. C'est pour 1 à 10 joueurs, pour des parties de 20 à 30 minutes, 10 ans et plus, en print and play qui plus est, ce qui fait que le jeu est également très accessible, 4 € seulement. On est actuellement à un peu moins de 100 backers, 867 € d'engrangés, donc le jeu est financé, hein, les print and play sont très faciles à financer. Il reste 37 jours avant la fin de la campagne et potentiellement un solo mode à débloquer prochainement. Donc pour l'instant le 1 est encore un petit peu mensonger, mais ça devrait pouvoir se solutionner assez rapidement. Voilà, pour le reste, visuellement ça présente plutôt pas mal, hein, faut être honnête. Il y a aussi un mode avancé, ça c'était pas stipulé un peu plus haut. Pour le reste, est-ce que ça vient vraiment changer quoi que ce soit au genre qu'est le roll and write, le flip and write, comme le Yoel de First Player l'appelait récemment, le fuck and write, je crois. Je vais me faire bannir de YouTube pour ça, peut-être, je ne sais pas. J'ai pas l'impression que ça révolutionne grand-chose, mais ça peut être tout à fait agréable. Les quelques run and ride que j'ai ont suffisamment de petits twists de ci de là pour se différencier les uns les autres. Pourquoi pas Renters également, d'autant plus qu'il vient donc s'accompagner de cette extension parking pour vos voitures, hein, bien évidemment, vous en serez douté, qui vient ajouter un petit peu de complexité et donc un petit peu de profondeur, de rejouabilité potentielle au jeu. Donc ensuite, les rewards, vous avez la possibilité de prendre la totalité des print and play sortis à ce jour pour l'éditeur, hein, donc Sobre Plano, Aquaris et From Earth to the Moon par exemple, mais si vous voulez uniquement Renters, ce sera donc 3 € ou 5 € avec l'extension parking. Il y a quelques différences apparemment, c'était un early bird, donc en fait c'est 6 € maintenant, voilà. Je ne vais pas aller trop loin là-dessus, ça reste une entrée cette semaine, donc on ne va pas trop rentrer dans les détails non plus. Voici donc Renters Parking, et aussi son extension pour la compagnie. Pour l'instant, 100 backers, 37 jours avant la fin de la campagne, et c'était la dernière entrée de la semaine. On va maintenant pouvoir passer aux plats principaux. Et on commence tout de suite par la nouvelle campagne de Button Shy Games de Jason Tagmeyer, que vous connaissez désormais aussi en France depuis 1 ou 2 ans maintenant, grâce à Matago et sa gamme des micro-games, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas si Aqua Rove avait déjà sa VF pour le coup. Je ne sais plus. Aqua Rove, c'est un petit jeu solo de puzzle spatial qui revient sur Kickstarter avec une nouvelle édition, voire même 2 nouvelles éditions, parce que on avait d'abord Rove qui se passait, lui, je crois, sur la Lune ou sur une planète lointaine, en gros. Et maintenant, on aura aussi Aqua Rove, cette fois-ci les fonds marins, et également Rove Junior pour des joueurs un petit peu plus jeunes. La campagne se déroule très bien, comme souvent de toute façon avec Button Shy Games, avec ses 64 projets, ils ont vraiment su se bâtir une fanbase hyper fidèle et solide. 2000 contributeurs, 50 000 € d'engrangés, il reste une semaine avant la fin de la campagne. C'est un jeu que j'avais hésité à backer il fut un temps, le problème étant toujours le même avec Button Shy Games, à savoir que les frais de port pour un seul micro-jeu qui fait cette taille-là sont souvent un peu trop élevés et ça rend les campagnes assez peu intéressantes si vous n'êtes pas américain ou peut-être européen aussi, mais en tout cas chez nous ça coûte plus cher que le jeu quasiment de se faire livrer, donc c'est moyennement intéressant. Quoi qu'il en soit, on vient vous ajouter un petit peu du même, mais avec quelques petites différences bien évidemment pour justifier la présence de cette nouveauté qui est Aqua Rove, qui se distinguera un petit peu sous différents aspects de Rove, premier du nom, à premier titre d'ailleurs parce que c'est la thématique qui est donc sous-marine maintenant et non plus sur une lune lointaine, mais aussi quelques petites différences de gameplay comme vous pourrez vous en rendre compte éventuellement. Toujours un aspect de puzzle spatial assez prépondérant, assez intéressant, avec une base sous-marine, etc. C'est assez intéressant. Toujours cet aspect de comment dirais-je, de faire matcher certaines cartes les unes avec les autres pour pouvoir progresser encore. Et plusieurs missions à aller compléter pour espérer l'emporter à terme. Vous pouvez aussi prendre, je crois, le PNP, ouais c'est ça, PNP Arcade est disponible ici apparemment, pour ceux qui voudraient le tester. On a aussi Rove Junior qui est une version bien plus, disons, je ne trouve pas l'adjectif que je cherche.
aidez-moi en commentaire, qui est beaucoup plus accessible, on va dire. Hein. Ça fera une répétition parce que je le dis un peu trop souvent, mais quoi qu'il en soit, Rove Jr., donc bien évidemment, comme son nom l'indique, une version un petit peu plus accessible, un petit peu plus simple à prendre en main donc pour nos petites têtes blondes ou pas blondes, après tout, la mienne ne l'étant pas. Voilà, pour le reste, c'est relativement similaire à Rove dans ses mécanismes de base, hein, sans trop, mais avec une complexité un petit peu réduite, bien sûr, pour que ce soit un peu plus facile à sortir pour des enfants éventuellement. Est-ce que c'est aussi un solo ou est-ce que c'est éventuellement jouable à plus? Rove Jr., c'est un standalone dans la série des Rove, ok. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit différent du reste, donc ça doit être aussi un solo à mon avis. Mais bon, rien ne vous empêche, comme dans beaucoup de solos, d'y jouer à deux en coop, même si ça a un peu moins d'intérêt, mais ça peut être sympa malgré tout, surtout pour les premières parties avec un enfant, éventuellement de la compagnie, ça peut être sympatoche. Donc, est-ce que je backerai Rove? Je sais pas, ça va dépendre encore une fois du shipping, hein, des frais de port. C'est vrai que c'est toujours un jeu qui m'intéresse, mais les frais de port généralement sont assez piquants. D'autant plus que là, parmi tous les pledges qu'il y a, moi, ouais, Aqua Rove, à la limite, ce serait le seul qui m'intéresserait. Avec les extensions, ce serait mieux, mais faut voir encore une fois le shipping, quoi. Le shipping, parce que chez nous, ce serait donc 19$ pour, si je prends Aqua Rove, donc ce serait 12$. Vous voyez, c'est quand même plus cher que le jeu en lui-même, donc c'est quand même vraiment difficile de justifier un bac là-dessus, à moins, comme c'est souvent le cas avec eux, d'aller ajouter des add-ons, donc d'anciens jeux de leur catalogue, ou des extensions que j'ai pas encore, pour amortir un petit peu le choc au niveau des frais de port à ce niveau-là. Pourquoi pas, je regarderai les détails un peu plus tard, mais bon. About the Designers, intéressant, j'avais pas vu ça par contre, que c'était un jeu de Dustin Dobson et de Milan Zivkovic, qui sont derrière entre autres Skulls of Sedlec. Hein, Dustin Dobson, c'est mon jeu préféré de cet éditeur, hein, donc de Button Shy Games, Skulls of Sedlec. Par contre, Battle Crest m'avait beaucoup déçu, donc je sais pas. Wild Tales, jamais joué. It Was This Big, jamais joué. Numsters, la thématique m'attirait pas du tout, mais c'est vrai qu'il avait l'air sympa. On verra bien, je regarderai les détails concernant les frais de port un peu plus tard. Voilà donc pour Aqua Rove, le petit jeu solo de Button Shy Games, 1917 contributeurs, 7 jours avant la fin de la campagne. De plus en plus d'éditeurs se sont passés le mot et commencent à copier sévèrement Allplay, anciennement appelé Board Game Tables, un des seuls éditeurs à réussir à faire des campagnes avec 2 ou 3 jeux en même temps qui marchent très fort. Et cette fois-ci, qui s'y met? Eh bien, c'est Bitewing Games, 6e projet de l'éditeur américain, qui lui aussi a décidé de se mettre à la triple campagne. Vous le connaissez peut-être pour Trailblazers, qui avait fait un big boom lors de sa sortie il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois. La collection de Criminal Capers avait moins bien marché, même si c'était du Reiner Knizia. Mais bon, Reiner Knizia a 7843 jeux, donc c'est parfois plus ou moins bon. Zuvadi, ça avait fait pas mal parler aussi. Puis Cascadero, Cascadito, oui, ça avait pas mal marché, si mes souvenirs sont bons, c'était moins de 2000 backers quand même, non 3000 quand même, 3400, c'est quand même pas si mal que ça du tout. Quoi qu'il en soit, Nick Murray et sa boîte d'édition, donc Bitewing Games, reviennent avec une campagne à la Allplay, donc 3 jeux pour une seule et même campagne, partageant ici pour le coup un même thème, qui est le jazz, avec donc 3 jeux, Bebop, Shuffle and Swing et Cat Blues The Big Gig. 3 jeux assez différents, mais qui partagent donc un univers commun autour du jazz, mais n'est pas Allplay qui veut. Hein. Allplay réussit à faire des campagnes qui marchent très très fort sous ce format-là. Là, pour le coup, Bitewing Games, ça marche pas mal, mais c'est pas non plus un énorme succès. On est à 523 contributeurs, près de 50 000 € d'engrangés, donc c'est financé. Hein. 13 jours avant la fin de la campagne, on devrait dépasser les 1000 sans aucun problème, peut-être même 1500, mais on n'ira pas non plus sur les scores de Allplay, soyons honnêtes. On a donc 3 jeux qui sont très bien présenté durant la campagne, hein, là c'est pas de problème à ce niveau-là, en commençant par Bebop, qui est un jeu où l'on partage tous un seul et même plateau avec du placement de tuiles et de dés sur les tuiles en question, c'est pour 59$. 59$, c'est également le prix de Shuffle and Swing, qui est un jeu avec différentes rondelles sur un même plateau, avec de la sélection d'actions avec des dés. Et puis finalement, un peu moins cher, 19$, Cat Blues, c'était ça le titre, j'ai oublié, Cat Blues The Big Gig, voilà le titre entier, qui est un jeu de Reiner Knizia qui est réédité à nouveau. Parce qu'ils avaient déjà fait des rééditions de Reiner Knizia à 4 reprises chez Bitewing Games.
Et comme c'est le cas avec Allplay, ils vous font aussi des bundles avec les 3 ou avec une sélection de 2 jeux par exemple, avec un prix réduit bien évidemment pour que ce soit plus intéressant. Donc si vous prenez les 3 par exemple, c'est 137$ avec en plus tous les add-ons gratis, offerts entre guillemets. Donc ça c'est plutôt intéressant pour ceux qui sont intéressés par la 3, clairement, bon ça reste un petit peu cher certes, mais quand même. Sinon vous avez aussi le pack Bebop et Cat Blues Bundle, 70$, ou Shuffle and Swing et Cat Blues, 70$ également. Ensuite vous pouvez aussi prendre les add-ons comme vous le sentez, hein, à la carte on va dire, avec ici ces petits fromages squishy, hein, ça c'est vraiment sympatoche en termes de deluxification. Il y a des petites pièces de métal aussi pour Cat Blues par exemple. Bebop c'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 45 à 60 minutes. Vous allez organiser un festival de jazz, vous aurez différentes maps, avec bien sûr tout un tas de petites tuiles hexagonales, ainsi que masse de dés, il y a 75 dés de fans, et vous allez donc en gros poser une sorte de petite tuile comme vous le voyez ici pour réserver on va dire des places, ou ensuite placer des dés de certaines couleurs, de certains instruments sur les tuiles en question. Vous allez ensuite assister à des spectacles, etc., gagner des points en fonction d'une sorte de majorité, il y a une sorte de pas de contrôle de territoire, mais de majorité sur un tel territoire pour gagner un maximum de points. Voilà, ça a l'air d'être relativement sympa. Vous avez ensuite des add-ons pour les deluxifier ou ajouter des extensions avec de nouvelles maps. Deluxification, c'est ce que vous voyez ici. Ensuite, Shuffle and Swing, toujours pour 2 à 4 joueurs, pour des parties un peu plus longues, de 40 à 80 minutes, où là vous allez incarner des souris qui vont bâtir un théâtre avec des instruments. Vous devez construire aussi des instruments, avec un seul plateau partagé, avec des rondelles en son centre. Vous allez faire de la sélection d'actions. Voilà, vous sélectionnez un emplacement sur la rondelle, vous sélectionnez un dé sur la rondelle en question et l'action que vous voulez y effectuer. Et à partir de là, vous pouvez aussi construire des instruments et gagner un maximum de points de victoire pour celui qui participera le mieux à la construction du théâtre et de tout ce que ça entoure, pardon. Sachant que vous pourrez j'arrive pas à parler, sachez que vous pourrez également coopérer à la construction d'un instrument, sauf que les points gagnés seront différents en fonction de votre contribution, bien évidemment. Voilà, ensuite les add-ons avec la deluxification, avec des instruments que vous voyez ici, avec les petites ressources deluxifiées, y compris donc ce fameux fromage squishy, hein, un peu tendre, qui est assez sympatoche. Vous le voyez ici, le squishy cheese, voilà, c'est quand même très sympatoche. Cat Blues The Big Gig, toujours pour 2 à 4 joueurs, pour 45 minutes la partie, et là on est sur le jeu de Knizia, avec une nouvelle édition, avec un jeu d'enchères en gros, hein. Vous avez des cartes de différentes valeurs que vous allez pouvoir mettre en jeu pour espérer l'emporter, gagner des points. Relativement classique de ce point de vue là, je ne sais pas très bien ce qui constitue le twist de ce jeu. C'est un truc qu'on voit beaucoup chez Knizia, les enchères, etc. Donc bon, je n'ai pas suffisamment approfondi la campagne pour voir ce qui pouvait le différencier fondamentalement des autres jeux dans ce genre-là. Voilà, pour ce qui est des frais de port, j'ai oublié pour le précédent projet, non, je ne sais plus. Le shipping pour le Canada c'est 9$ et vous pouvez ajouter des copies supplémentaires de jeux sans surcoût. Même chose pour l'Europe, 9 également. Non-EU, donc potentiellement pour la Suisse, 14, 15, 16, plus 1 par jeu supplémentaire. Ensuite, nous qui sommes au Japon, 29, 38, 47, plus 9 par jeu supplémentaire, ça pique un petit peu au niveau des frais de port pour nous, pour un projet qui devrait théoriquement être livré à partir de décembre 2024, donc très très rapidement, c'est ambitieux. Voilà pour ce nouveau projet donc de Bitewing Games qui reprend le format un petit peu de Allplay avec 3 jeux en une seule même campagne, 523 contributeurs, 13 jours avant la fin de la campagne et presque 50 000 € d'engrangés. C'est désormais un rendez-vous mensuel du côté de chez GameFound. Vous êtes peut-être habitués, hein, vous l'avez déjà vu le mois dernier et le mois précédent sur le menu crowdfunding. C'est l'heure du Solo Game of the Month de Gabe Barrett du côté de chez GameFound. Récemment, que nous avait-il proposé Dice Binson... Robinson Dice Crusoe, je sais plus, un truc sur Robinson Crusoe, comment ça s'appelait, Dyson Crusoe, voilà, ou encore Quests Over Coffee le mois dernier, et maintenant donc on est en avril, il nous pond Rome, Fate of an Empire, donc c'est son jeu solo du mois. Vraiment il a su trouver une gamme qui marche bien, parce que chaque fois vous le voyez, hein, plus de 1000 contributeurs en moins d'une semaine de campagne, ça marche plutôt bien ce Solo Game of the Month de Gabe Barrett. 13 jours avant la fin de la campagne, donc 1300 contributeurs environ, 31 000 $ d'engrangés pour l'instant, le jeu est donc largement financé.
C'est comme d'habitude un jeu solo, pour 1 heure environ la partie, ça peut aller jusqu'à 1 h30, c'est un jeu historique, hein, vous allez construire votre empire romain, avec du deck building également, avec un petit aspect jeu de civilisation, avec différentes ressources à gérer également, parce que vous aurez besoin d'elles pour pouvoir bâtir, étendre votre empire, aller conquérir de nouveaux territoires, apaiser aussi la fureur des masses de la population romaine mécontente, etc., etc. Encore une fois, en termes de présentation visuelle, ça a son charme, c'est pas vilain, c'est pas non plus mirobolant, mais c'est plutôt joli. Et là, on voit un commentaire de One Stop Co-op Shop, une chaîne YouTube américaine. If you really like playing Mage Knight, this game is awesome, you're gonna love this game. La comparaison avec Mage Knight est osée, mais en même temps vachement intrigante. Je me pencherai plus sur son sujet que je ne l'ai fait jusqu'à présent du coup. On va voir. On a donc des cartes d'attributs, des cartes de développement, donc un masse de cartes que vous allez, avec lesquelles vous allez composer une sorte de grille telle que ceci et développer votre empire, comme vous le voyez ici avec différents cubes, différentes frises que vous allez faire progresser au cours de la partie, ce sans quoi vous ne pourrez pas faire progresser votre empire bien évidemment. De ce point de vue-là, c'est relativement facile à comprendre. Vous aurez différents leaders que vous pourrez prendre en main d'une partie à l'autre pour renouveler un petit peu l'expérience, qui seront un petit peu asymétriques, bien évidemment. Ici, vous voyez par exemple Auguste. Ensuite, on a les différentes pistes, hein, les trackers. Le gameplay, alors voilà le gameplay, pour résumer un petit peu, vous allez donc jouer une carte pour, pour effectuer un mouvement, et ensuite déplacer votre pion de leader. Ensuite, vous allez utiliser des tokens d'influence sur comment dirais-je, l'endroit où votre leader s'est déplacé, et vous allez les dépenser en gros pour activer certaines actions. Ensuite, vous allez payer de l'or en fait, simplement pour aller acheter de nouvelles cartes sur le marché qui se trouve en haut du plateau, entre guillemets. C'est un petit peu l'aspect deck building, puisque à partir de ces cartes, vous allez pouvoir encore développer certaines régions, comme vous le voyez ici, apposer une nouvelle carte sur une préexistante pour en améliorer un petit peu la production, on va dire. Et ainsi de suite. Voilà, avec des missions à respecter. J'imagine que d'une partie à l'autre, vous n'aurez pas forcément les mêmes objectifs, mais là-dessus, j'ai pas encore suffisamment, comment dirais-je, approfondi la lecture des règles. Mais on vous parle aussi de engine building, qui n'était pas mentionné dans les mécanismes mis en avant dans la campagne tout en haut, mais c'est aussi un aspect du jeu qui pourrait m'intéresser. J'aime beaucoup le engine building, et l'aspect exploration, à mon avis, un petit peu exagéré. C'est pas vraiment de l'exploration, mais j'entends ce qu'il veut dire. Donc, Rome, Fate of an Empire, 24 $ pour le jeu. Et si vous voulez vous contenter du print and play, vous le pouvez également à 5 $. Différentes vidéos mettant en avant le jeu, le shipping. Le shipping pour l'Asie, c'est 5 $, donc c'est très très abordable. Donc celui-ci, ma foi, m'intéresse quand même pas mal, même si, c'est vrai que vous le savez, hein, moi les jeux solo, j'aime bien quand c'est assez contenu, 45-60 minutes. J'ai pas tellement le temps pour faire plus. Donc là, 60-90, c'est un petit peu long, mais il a l'air quand même très très sympa, je sais pas, on verra. C'est 6 $ de frais de port pour le Canada ou pour l'Union Européenne. Donc ça reste très 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 abordable. Voilà, est-ce que Joe Clipful avait déjà fait autre chose? D'accord, c'est lui qui avait fait Gloomhaven, Buttons and Bugs, ok. Ça je connais pas, The Hand of Destiny que Xavier a, qui était assez sympa aussi d'ailleurs apparemment, je l'ai pas testé mais... ok, donc un auteur quand même un petit peu connu maintenant. Voilà donc pour ce qui est de Rome, Fate of an Empire, le nouveau solo game of the month de Gabe Barrett, qui pour l'instant donc se porte bien avec près de 1300 backers, 13 jours avant la fin de la campagne, mais malheureusement pas de VF. Une VF en revanche, il y en a bien une pour le nouveau projet de Pendragon Studio, l'éditeur italien, dont c'est le 4e projet sur Kickstarter, mais c'est un éditeur qui est bien installé en Italie, hein, qui fait aussi beaucoup de localisation d'ailleurs. Pour ce qui est de Kickstarter, ils avaient d'abord lancé Last Aurora, puis The Thing, donc la licence board game, puis Starship Interstellar, et ils nous reviennent avec, je crois, une nouvelle licence, une nouvelle IP comme on dit, parce que je crois que Ethernaut à la base c'est peut-être une BD ou un comics, je ne sais plus, mais je crois que c'est le cas. Hein. Donc c'est pour 1 à 5 joueurs, c'est un jeu de survie au cours d'une invasion alien au cœur de Buenos Aires, donc en Argentine. Donc version française, je le rappelle, hein, pour l'instant on est à un peu moins de 1000 contributeurs, hein, 814 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne, mais déjà 83 000 € avant d'engranger pour cette campagne.
Vous avez un petit aperçu ici de la présence sur table, avec donc le plateau, les différentes cartes à ses côtés, et vous pouvez apercevoir aussi certains items avec lesquels vous pourrez équiper vos personnages. C'est donc pour 1 à 5 joueurs, c'est pour 14 ans et plus, et c'est pour des parties de 30 minutes par joueur autour de la table, donc potentiellement à 4 joueurs, vous allez jouer des parties d'environ 2 heures approximativement. Et donc oui, c'est bien ce que je disais, c'est inspiré, en tout cas c'est sous la licence de comics du même nom, je pense, hein, The Eternaut. Je connais pas, parce que encore une fois, je suis pas très connaisseur en comics ou en BD, etc. Mais oui, donc oui, c'est l'univers de The Eternaut, donc le comics d'origine. Alors, vous avez donc le plateau central ici, vous avez les cartes de personnages que vous allez pouvoir incarner, qui auront bien sûr leur propre spécificité, une petite composante asymétrique dans le jeu. Vous aurez ensuite le livret de règles, vous aurez des storybooks, donc des embranchements scénaristiques, avec choix multiples j'imagine, avec des conséquences sur le long terme, vos plateaux de joueurs individuels, des cartes d'action, des cubes à consommer bien sûr, pour effectuer certaines actions, le Chronicle Diary, je ne sais pas trop à quoi il va servir, des cartes d'items avec lesquelles vous pourrez équiper vos personnages, ensuite des petites cartes de narration là encore une fois, et tout un tas de tokens dans tous les sens, des cartes de menaces, Utility Punchboard. D'accord, donc ça c'est pour ce qui pourrait être débloqué au fur et à mesure de votre progression, puisqu'il y a clairement un aspect de narratif, enfin pas de, oui, de narratif oui, mais de legacy également, y compris avec ces petites boîtes secrètes que vous dévoilerez au fur et à mesure de votre progression dans le jeu. Vous avez aussi une boîte de stretch goals qui sera exclusive à la campagne Kickstarter. Ensuite, vous avez une extension Three Brothers, les trois frères, qui sera disponible également avec une nouvelle mission assez ardue, semble-t-il. Ensuite, on a aussi le Character Miniature Set pour aller ajouter un petit peu de deluxification et d'immersion, on va dire, à votre jeu en allant ajouter les miniatures de chacun des personnages disponibles. Vous les voyez ici. Relativement classique, mais sympa. Ensuite, tiens, il y a des spoilers alert. Ok, on s'en fout, on passe du coup. J'ai pas envie de faire de conneries. Ah, il y a un Alien Cannon aussi. J'avais pas vu. Human Robots. Human Robots. Ok, je connais pas suffisamment l'univers du truc. Quoi qu'il en soit, le pledge de base est à 69 € pour le jeu de base, plus c'est pas l'extension, c'est les stretch goals, qui seront donc exclusifs à Kickstarter, avec VF encore une fois, hein, je le rappelle. Ensuite, le Narrative Pledge à 99 € vient vous ajouter l'extension Three Brothers, le tout donc pour 99 €. Ensuite, Miniature Pledge, même chose. Non, il n'y a pas l'extension Three Brothers ici pour le coup. Non, c'est juste le jeu de base, les stretch goals et les miniatures pour 119, et si on ajoute voilà, les Three Brothers ici, c'est 159 €, et ensuite c'est pour les boutiques, donc c'est plus forcément très intéressant. Ok, on continue. Les add-ons aussi, hein, vous pouvez prendre un petit peu à la carte, et il y a même un playmat en néoprène éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser à 20 €. Voilà un petit peu le game overview, donc les mécanismes saillants, on va dire, du jeu, avec un monde dynamique qui va venir évoluer au cours de la partie, en fonction de ce que vous allez découvrir, de ce que vous allez rencontrer, de l'issue de certaines rencontres également. Vous aurez bien sûr tout un pan scénaristique avec des choix multiples, hein, bien évidemment, donc une assez forte implication des joueurs et de leurs choix. Découvrir du nouveau contenu avec des boîtes dont vous allez révéler le contenu qui vont venir aussi altérer le cours de votre partie à venir, avec un gros système d'interaction également mis en avant ici, avec des numéros, des combinaisons de numéros qui vont faire que vous allez avoir tel ou tel résultat. Ici par exemple, si vous disposez de la hache à ce moment précis du jeu, vous pourrez l'utiliser pour telle et telle chose, etc. C'est un petit aspect un petit peu RPG, on va dire, qui n'est pas inintéressant sur le principe. Ensuite, continuons, on va aller chercher les frais de port. Est-ce qu'il y a des vidéos en français éventuellement? Il y a de l'anglais, de l'allemand, du polonais, de l'italien, mais il n'y a pas de français. Ça c'est quand même un peu dommage. Mais par contre, vous avez le livret de règles ici en téléchargement en anglais, pour ceux que ça pourrait intéresser, qui ne sont pas trop récalcitrants à la langue de Shakespeare. Pour le shipping, c'est 19 € de frais de port pour la majorité des pays de l'Europe. Ensuite, pour la Suisse par exemple, ou le Liechtenstein, c'est 25 €, donc un poil plus cher. Même chose pour le Canada. Et pour nous qui sommes au Japon, ce serait 29 € de frais de port également. Voilà, c'est tout pour The Eternaut. Je connais pas l'œuvre de base, donc du coup ça m'attire pas outre mesure.
mais ça a l'air d'être relativement en termes de mécanisme intéressant malgré tout. 814 contributeurs, 19 jours avant la fin de la campagne et 83 000 € d'engrangés pour l'instant pour The Eternaut. Il y a 3 ans, ça remonte un petit peu quand même, hein, c'était les débuts de la chaîne, hein, c'était les tout débuts de la chaîne, ça devait faire partie des premiers numéros du menu crowdfunding. Dragonborn Lords of Valhalla avait connu une première campagne sur Kickstarter avec 2500 environ contributeurs, donc c'était août je crois, ouais, ça août 2021, avec des belles miniatures, avec des mécanismes assez intéressants qu'on remettra en avant par la suite bien sûr. C'était une campagne qui avait surpris un petit peu parce que Draco Studio n'était pas une boîte hyper connue avec ses 11 projets actuellement en tout cas. Ils avaient fait 1 ou 2 jeux auparavant, mais rien de très très connu. War for Chicken Island avait d'abord été annulé, puis avait financé avec quand même 2500 contributeurs. Ensuite, ils avaient fait beaucoup, soit de miniatures, soit de RPG. Et puis tout à coup, pof, ils avaient lâché Dragonborn Lords of Valhalla, qui avait plutôt bien marché pour le coup. Et 3 ans plus tard, ils reviennent avec Dragonborn Lords of Valhalla, qui vous permettra de mettre la main sur toutes les extensions, ainsi que de nouvelles extensions. Ce jeu avec des extensions ici narratives qui plus est, ce qui n'était pas le cas dans le jeu d'origine, dans ce jeu de programmation d'action, dans lequel vous pourrez incarner un dragon, un héros, ou une sorte de fusion entre les deux, on va dire. Pour l'instant, cette nouvelle campagne démarre de manière un petit peu plus compliquée que la précédente, puisque vous le voyez, après 4 jours de campagne, on est seulement, entre guillemets, à 416 contributeurs, donc ça va être très compliqué d'aller chercher le même nombre de contributeurs que lors de la première campagne. Le projet n'est pas encore financé, hein, 38 000 € sur 46 000 nécessaires, 19 jours avant la fin de la campagne, ça devrait financer, on est à 80%, 85% actuellement, donc ça devrait financer sans trop de problèmes malgré tout, mais bon, ça se passe moins bien. Est-ce que c'est une indication concernant la qualité du jeu d'origine, qui avait séduit pas mal de monde et qui pourtant n'est pas suivi au cours de cette nouvelle campagne? Je ne sais pas. Est-ce que c'est d'autres raisons, les frais de port, le prix, etc. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte éventuellement, mais bon, sachez-le, ils sont assez loin pour l'instant de pouvoir faire le même résultat que lors de la première campagne. Why back now? Pourquoi backer maintenant? Pour mettre la main, bien sûr, sur la collection complète, avec les extensions précédemment sorties ici sur BackerKit, apparemment. Vous avez ici des extensions à 40 $ au lieu de 50 en boutique. Ça arrivera jamais en boutique en Europe, en tout cas, jamais, c'est un bien grand mot, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Ou vous pouvez aussi prendre d'autres extensions que vous aviez ratées lors de la première campagne, par exemple. C'est aussi l'occasion de mettre la main sur le jeu de base, bien évidemment, vous vous en doutez. L'intérêt, c'est que cette nouvelle campagne apporte aussi donc, des aspects narratifs, des campagnes, des expansions narratives qui sont assez intéressantes, parce que je crois que dans le jeu d'origine, il n'y avait pas de narration du tout, c'est des one-shots à mon avis, et là pour le coup ça peut être assez intéressant de ce point de vue-là. Continuons, Game Expansions, on a donc ici Apex of Valorna, donc 38 au lieu de 50 $, ce qui est la plus récente extension disponible apparemment, la nouvelle extension. Ensuite, on a donc 4 nouveaux Commanders, donc commandants, on va dire, c'est une traduction un petit peu malheureuse, mais bon, disponible, ainsi qu'un personnage qui sera choisi via une sorte de vote des backers, c'est sympa, avec nouveaux scénarios, de nouveaux mécanismes, de nouveaux mécanismes, ou de nouvelles mécaniques. Il faut que je choisisse mon singulier, enfin mon féminin ou mon masculin, hein, pas les mélanger, avec donc différents scénarios qui vont venir, comment dirais-je, ajouter de nouvelles mécaniques de jeu également, donc ça c'est plutôt sympatoche. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Vestiges of the Null, fight together to close the Null portals, d'accord, donc c'est une sorte de scénario coop, j'ai l'impression. Red Wave, fight and bond against fearsome dragons invading Valorna, c'est peut-être encore, je crois qu'il y a pas mal d'aspects coopératifs là pour le coup. À vérifier. Encore une fois, je me suis pas suffisamment plongé dans la campagne. J'étais un petit peu fiévreux hier soir. Je me trouve les excuses que je peux encore une fois. Du coup, j'ai pas très bien exploré cette campagne-là. Mais bon, quoi qu'il en soit. Continuons. Vous avez donc pas mal d'extensions, encore une fois, qui sont toutes généralement à 50 $ en boutique. Un petit peu moins cher pendant la campagne, bien évidemment, comme ici, Scourge of Valorna à 40 $. Avec, encore une fois, nouveaux commandants, enfin, nouveaux personnages jouables, entre guillemets. Permettant de jouer jusqu'à 6 joueurs par ailleurs. Ensuite, on imagine qu'il y a aussi pas mal de nouvelles cartes, etc. dedans. Armies of Nature and Light, pareil, hein, 40 $ au lieu de 50.
Là encore, ça va vous ajouter de nouvelles miniatures. Cette fois-ci, pas des dragons ou des commandants, mais peut-être des adversaires également. Ensuite, Legends of Valerna, qui va encore ajouter de nouveaux personnages jouables, ainsi que de petits modules, Draconic Offerings et Neutral Heroes également. Ensuite, Creatures of Valerna 50 au lieu de 60. Cette extension est un petit peu plus chère parce que les miniatures sont toutes différentes les unes des autres et un peu plus massives, j'ai l'impression également. Peut-être... ouais, c'est ça, c'est des adversaires pour le coup, puisque ce sont des personnages que vous pourrez chasser, à moins que vous ne deveniez leur proie d'abord, donc plutôt des monstres à aller abattre si possible. Armies of Blood and Dreams, pareil, encore plus cher, 60 $ au lieu de 80, donc cette extension est encore plus massive, avec cette fois-ci différentes factions. Et en plus c'est un jeu de standalone ici, hein. Vous pouvez jouer celui-ci sans avoir forcément Dragon Bond, le jeu de base on va dire, il peut se suffire à lui-même. Pour rappel, hein, c'est donc un jeu de programmation, d'action comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec ici un petit aspect Wargame in a Box qui se joue en moins d'1 heure, donc ça c'est plutôt intéressant aussi de ce point de vue là. Vous pouvez donc, comme je disais tout à l'heure aussi, jouer en tant qu'un dragon ou comme héros, ou vous pouvez devenir en cours de partie un Dragon Bandit pour jouer en équipe, donc un héros et un dragon autour de la table qui vont unir leurs forces pour l'emporter. Avec aussi bien sûr des mécanismes d'évolution de votre personnage au cours de la partie qui va venir prendre en force, bien évidemment, vous vous en doutez. Voilà, pour le reste, je me rends compte que j'ai pas suffisamment de souvenirs de la campagne d'origine pour en parler plus en détail, donc je vais pas trop m'aventurer là-dessus. Sachez que le jeu est disponible sur Tabletopia et également sur Tabletop Simulator pour ceux qui voudraient tester éventuellement. Les pledges, on a la nouvelle extension Apex of Valerna à 38 $. Ensuite, le jeu de base plus Apex est à 69 $. Ensuite, les nouvelles extensions, donc les plus récentes extensions en tout cas, Apex of Valerna, Scourge of Valerna et Armies of Nature and Light, 99 $. Draconic Essentials, donc c'est le jeu de base, plus Apex of Valerna et Scourge of Valerna à 104 $. Ensuite, vous avez le full gameplay, la totalité de ce qui est sorti en termes de gameplay pour le jeu à 175 $. Et puis finalement, le all-in avec donc, tout le gameplay plus toute la deluxification, mais malgré tout avec quand même 50% de réduction sur le prix théorique de ce pledge. Et il vous en coûtera donc 240 $. Alors oui, vous avez masse de contenu pour le coup. Après, toujours prenez ça avec les pincettes habituelles, vous avez autant l'habitude que moi, j'imagine, hein, quand on pledge du all-in avec 6 boîtes et que on finit par en sortir une après 2 ans de possession du dit jeu. Il y a toujours un petit peu ce problème du complétionnisme, pas forcément très raisonnable. Ensuite, vous avez un petit résumé des différents types de pledges et ce que ça contient, mais bon, ça on va passer. Vous avez actuellement 21 backers français, il en faudra encore du coup 179 pour espérer avoir une VF pour la traduction des règles de Lords of Vala. Ensuite, on va aller chercher... Tiens, c'est quoi ça ? Non, ça c'est le jeu de base, donc juste présentation du jeu de base. On va aller chercher les frais de port assez rapidement. Où se trouve-t-il? Voilà, c'est ici. Je crois que j'ai vu aussi la timeline. Ça devrait être livré pour mai 2025. Ok. Et donc, les frais de port, disais-je, Canada, 15, 24, 26, 28, 37, en fonction du pledge que vous allez choisir. Pour l'Union Européenne, vous êtes décomposé en 4 zones. Ok. Du coup, comment on connaît la zone à laquelle on appartient? Parce qu'il n'y a pas de lien quelconque. Ça, c'est très mal foutu pour le coup. Parce que si je ne peux pas savoir à quelle zone de l'Union Européenne j'appartiens, je ne peux pas savoir si je paye 12 ou 23, si je paye 16 ou 29, et ça peut changer beaucoup de choses. Peut-être que c'est dans la FAQ, vous irez voir. Pour nous qui sommes au Japon, donc Asie, ici zone 2, 23 à 57 € de frais de port. Voilà donc pour ce qui est de cette nouvelle campagne de Dragon Bond Lords of Vala, avec masse de contenu éventuellement. Vous me direz éventuellement pour ceux qui avaient backé la campagne lors de la première tentative en 2021, est-ce que vous avez reçu le jeu, est-ce que vous l'avez testé, est-ce qu'il est très bon ou non, est-ce que vous avez backé cette extension, bref, dites-moi en plus concernant Dragon Bond Lords of Vala, qui pour l'instant peine un petit peu, il pédale un petit peu dans la semoule, mais ça devrait pouvoir financer malgré tout 416 contributeurs, près de 40 000 € d'engrangés, 19 jours avant la fin de la campagne. Bon, arrêtez tout, il y a un truc révolutionnaire qui vient de se passer. Sur Kickstarter est apparu un jeu
allemand, pas vilain. Même plutôt beau, et en plus avec de l'humour. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en Allemagne, mais ils sont pas allemands, les gars, qu'est-ce qui se passe? Malachi Ray Rampen. Je sais pas. Je sais pas. Malachi Ray Rampen, ça fait pas très allemand. Je sais pas. Mais il y a un truc. Il y a anguille sous roche. Il y a éléphant sous gravillon. Quatrième projet de Malachi Ray Rampen sur Kickstarter. D'accord, il avait déjà fait Raw Camera, je crois qu'il y a une VF chez Lucky Dog Games, si mes souvenirs sont bons, et Itchy Feet, je connais pas. Mais oui, Raw Camera, je connais par contre, chez Lucky Dog Games. J'ai jamais testé, mais je connais. Et c'était déjà pas vilain à l'origine, donc bon. Quoi qu'il en soit, leur nouveau projet, c'est Power Vacuum, The Treasonous Trick-Taking Game. Donc oui, Trick-Taking, qui dit Trick-Taking dit jeu de pli. Et pour l'instant ça marche plutôt bien, avec 40 000 € d'engrangés, près de 900 contributeurs pour l'instant, 19 jours avant la fin de la campagne, et moi qui suis pas spécialement un grand fan des jeux de pli, celui-ci m'attire pas mal, parce que au-delà d'être relativement sympatoche, j'aime beaucoup la direction artistique un petit peu, comment dirais-je, artistiquement ça rappelle un petit peu les vieilles affiches du bloc de l'Est, de la guerre froide on va dire, avec des, comment dirais-je, appliances en anglais, des machines, on va dire, du quotidien, tel qu'un grille-pain, etc., en termes de thématique. Donc c'est un petit peu perché, parce que ça fait très clairement, justement, guerre froide, mais simplement le grand aspirateur suprême est décédé, et vous allez incarner donc un grille-pain, un fer à repasser, un téléphone, une radio, que sais-je encore, un mixeur, pour aller chercher et prendre le pouvoir potentiellement. Donc voilà, c'est assez perché en termes de thématiques. De toute façon, les thématiques pour les jeux de pli, on s'en fout souvent un petit peu, donc autant que ce soit complètement pété, c'est assez fun. Donc pour le reste, oui, c'est un jeu de pli pour 30 à 45 minutes, pour 8 ans et plus, donc un jeu relativement accessible, pour 1 à 5 joueurs, avec un petit twist assez intéressant qu'on va voir par la suite. Donc le grand aspirateur suprême est mort, et vous allez donc essayer de prendre sa place au pouvoir, en fait, tout simplement. Donc c'est un jeu pour vous si vous aimez le jeu de pli, que vous aimez vous sentir intelligent, on va dire, mais aussi un petit peu pernicieux, que vous aimez aussi construire une statue à votre grandeur, en l'honneur de votre grandeur. Vous voyez ici que vous allez construire des statues de vous-même. Ensuite, accuser votre grille-pain pour trahison. Ouais, il y a moyen d'avoir des discussions un peu fandards autour de la table, et puis des petits jeux de mots apparemment aussi. Alors bon, pour le reste, c'est un jeu de pli en must follow, donc si vous le pouvez, vous devez jouer une carte de la même couleur que le joueur précédent. Si vous ne le pouvez pas, vous pouvez jouer une autre couleur bien évidemment. La plus haute carte remporte le pli, la plus basse va activer, et c'est là le petit twist aussi, va activer le control board, que vous voyez ici, le petit plateau central de contrôle, et vous allez pouvoir ici manipuler les niveaux de pouvoir, assez intéressant de ce point de vue-là. Et vous avez aussi un agenda politique, on va dire, qui vous est personnel, et que vous allez pouvoir révéler au moment idoine, au moment opportun, pour pouvoir remporter des points, pour pouvoir remporter des ressources, etc. Si vous réussissez à compléter certains prérequis, quoi, en gros. Mais attention, vos agendas pourraient entrer en conflit, ou au contraire, entrer en symbiose, on va dire, avec ceux des autres joueurs autour de la table, donc assez intéressant de ce point de vue là aussi, et vous allez pouvoir ici utiliser les points que vous aurez engrangés pour construire donc une statue en votre honneur, et le premier qui réussit à compléter sa statue aura donc le pouvoir absolu, et sera donc le successeur du grand aspirateur suprême. Voilà, sachant que chaque statue va être différente, mais bon, ça on s'en fout un petit peu pour être tout à fait net, mais au moins c'est complètement pété et c'est marrant. Donc voilà, un jeu de pli qui a l'air d'être assez intéressant, avec un petit twist qui a l'air d'être vraiment sympatoche. En plus de ça, il y a un commentaire dithyrambique de Cole Worley, donc le designer de Root, de Pax Pamir, de Oath, donc ça c'est quand même plutôt gage de qualité, on va dire, ou gage d'amitié avec l'auteur aussi, je ne sais pas, mais bon, c'est toujours intéressant. TTS aussi, pour ceux qui voudraient tester le jeu, c'est disponible, donc allez-y, comme Jean. Là, vieille référence. On continue. Alors le What You Get, donc qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bon, essentiellement les suites de cartes bien évidemment, les petits plateaux individuels pour chacun des joueurs, les cartes d'agenda personnel, le petit plateau central de Power avec les Power Plugs que vous allez pouvoir
posés sur les emplacements voulus, les petits jetons d'éclair pour le pouvoir, les petits éléments de statut, et puis c'est à peu près tout. Il y a un upgrade pack également pour faire un petit peu de diversification avec des éléments en bois plutôt que quoi en carton. D'accord, ok, c'est sympatoche, effectivement. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Sachez également que c'est language independent. Vous n'avez pas tellement besoin de parler telle ou telle langue pour pouvoir y jouer. Il faut quand même une personne autour de la table en capacité de comprendre les règles quand même, hein, malgré tout. Voilà, ma foi, c'est à peu près tout. On va quand même rapidement parler des frais de port et des pledge levels. On a une disponibilité du print and play, éventuellement pour ça pourrait intéresser à 5$. Sinon, en version physique, c'est 35€ le pledge de base, ou 45 si vous prenez aussi la petite boîte de déluxification avec les éléments en bois plutôt qu'en carton. Vous pouvez aussi ajouter en add-on Roll Camera, donc leur ancien jeu aussi. Le shipping, apparemment, il va falloir cliquer ici, voilà, c'est ça, pour pouvoir y accéder. Alors, Canada, 11, d'accord, ils prennent en partie, ils prennent une partie des frais de port pour eux, et ça c'est plutôt cool, avec un petit commentaire marrant, You're so cool, I like you, you're awesome. Est-ce qu'on a du français? Est-ce qu'on a du français? Tu me plais bien, avec un M apostrophe, oh c'est sympatoche, ouais, c'est sympatoche, je vais baquer. Non, je déconne. Alors, je vais peut-être baquer quand même, parce qu'il m'a l'air vraiment sympatoche. Donc, Canada, 11$. Belgique, France, qu'est-ce qu'on a encore? Luxembourg potentiellement. Nos amis suisses, ils sont là, donc vous allez trouver, pareil, 11, 9, 9, 13, voilà, ça reste accessible. Et pour nous qui sommes au Japon, ce serait 20$, kakoine, arigato, pour ce qui est des frais de port pour le Japon. Et puis ma foi, c'est à peu près tout pour ce qui est de Power Vacuum. Vraiment sympatoche, une belle surprise. Je pensais pas être attiré par un jeu de play sur Kickstarter, comme quoi tout peut arriver. Le dernier plat principal de la semaine est assez original, il s'agit de Bloom Chasers, un arbre en 3D que vous allez venir composer et faire pousser au fur et à mesure de la partie. C'est assez original, c'est un jeu stratégique relativement accessible pour des parties de 30 minutes, pour adultes, bon je pense qu'on peut jouer avec des enfants, mais sauf qu'il faut faire attention à ce qu'ils ne gobent pas les éléments de jeu bien évidemment, et donc vous allez construire un arbre, et puis un côté un petit peu majorité sur certains emplacements. Certains bourgeons vont appartenir à tel ou tel joueur, vous allez pourrir aussi les autres éventuellement, ça peut être intéressant, pardon. 60 000€ d'engrangés, 1400 backers approximativement pour l'instant, 28 jours avant la fin de la campagne, et c'est le 6e projet de Even Cats. On va aller voir ce qu'il avait fait précédemment. Oui, c'était des jeux d'ambiance. Je me rappelle d'avoir traité Open Relationships dans le menu crowdfunding. Le reste, je m'en souviens honnêtement pas du tout. Bref, quoi qu'il en soit, jeu d'ambiance exclusivement. Et tout à coup, ils nous pondent donc Bloom Chasers, qui a vraiment une belle allure. Vous voyez ici donc cet arbre qui va venir fleurir, grandir au fur et à mesure de la partie. Et ça donne un truc plutôt joli au final. Donc voilà, vous allez donc ajouter en fonction des cartes qui sont disponibles ici, vous voyez, elles vont avoir chacune un effet différent qui va vous permettre de faire telle ou telle chose sur l'arbre, à savoir mettre de nouveaux bourgeons, faire pousser, ajouter un petit cercle de couleur, de votre couleur, pour stipuler que ce bourgeon maintenant il est à vous, mettre des fleurs dessus, et je crois qu'il y a même une extension avec des petits oiseaux et du miel également, on va voir ça plus tard. Donc 30 minutes, 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, et avec une belle présence sur table, avec un matériel très très simple, hein, quelques cartes, l'arbre bien sûr central, des fleurs, des petits bourgeons par-ci par-là, c'est tout. C'est très simple à prendre en main, mais il y a vraiment une belle présence, une belle trouvaille à ce niveau-là, avec un truc qui je pense en fin de partie doit avoir un aspect assez sympatoche. Sachant que vous commencez avec un arbre vraiment à nu, donc assez sympatoche de voir l'évolution de ce truc au fur et à mesure. Il y a aussi un mode coop qui vous permettra de jouer à 4 en coopération pour faire un bel arbre, ou en 2 contre 2 également, mais également un mode solo. Donc voilà, vous allez avoir différentes cartes de climat, hein, donc ensoleillé, pluvieux, venteux, et puis chacune de ces cartes de climat va vous permettre de faire telle ou telle action sur l'arbre. Par exemple ici, Sun, c'est un peu petit, je vais zoomer un petit peu, donc place a bud on the branch you just built, donc vous allez pouvoir placer un bourgeon sur la branche que vous venez de bâtir. Voilà, par exemple.
et ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'arbre va venir donc évoluer au cours de la partie. Et donc aussi Bloom, une carte de Bloom, donc floraison, où vous allez pouvoir donc ajouter des petites fleurs sur vos emplacements pour faire des points. Voilà, surprenamment stratégique, si vous désirez l'être en tout cas. Là, ça a l'air d'être plutôt de l'imprimante 3D par contre en termes de matos. J'imagine que ce sera un petit peu mieux dans la version finale, j'ose espérer en tout cas. Mais voilà, dans la boîte, c'est tout ce qu'il y a. C'est vraiment très, très très simple. Vous avez donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, l'extension avec donc des oiseaux et des nids d'abeilles également, qui va venir ajouter un petit peu de profondeur, et puis aussi un côté un peu choupi à ce jeu. Donc voilà, différentes manières de scorer, et ça donne un truc encore plus joli à la fin, je trouve. Donc voilà, assez intéressant, encore une fois. C'est le deuxième projet d'affilée qui me surprend, encore une fois. Je pensais pas du tout m'intéresser à un jeu de ce type-là. De là à les baquer, je pense pas, hein, très clairement, mais quand même, je trouve ça assez joli, assez original en tout cas. Ensuite, pour le shipping, c'est résumé ici. Belgique 13, France 15. Ok, bah de toute façon, je crois que nous, on pourrait pas être livré, apparemment. Canada 26. Ok. EU. Bon, apparemment, nous, on n'existe pas. Donc, l'Asie n'existe pas, apparemment. Bon, du coup, la question est réglée, j'ai pas besoin de baquer, à moins que je le fasse livrer chez mes parents, bien évidemment, mais bon, c'est encore autre chose. Mais a priori, c'est pas un jeu qui m'intéresse suffisamment pour aller baquer, mais je trouve qu'il y a une vraie belle originalité, et puis surtout, à la fin de la partie, en tout cas, une belle présence sur table. On a peut-être même envie de le laisser pendant quelques heures, quelques jours, parce que ça fait de la déco. Voilà, c'est tout pour Bloom Chasers Delightful 3D Tree Game of Flowers and Wits. 60 000 € d'engrangés, près de 1400 contributeurs, 28 jours avant la fin de la campagne. Et c'était donc le dernier plat principal de ce menu crowdfunding numéro 130. On va maintenant pouvoir passer au seul et unique dessert de la journée. Un seul et unique dessert, disais-je donc un peu plus tôt dans la vidéo, et qui plus est un dessert qui va nous rappeler des souvenirs pas forcément très joyeux d'une autre fin qui, elle, était douce amère, si l'on se souvient des mots des créateurs, hein, mais qui a été quand même pas mal frustrante pour bien des téléspectateurs. Il s'agit bien sûr de Game of Thrones, hein, le trône de fer, qui est maintenant donc mis en avant via la nouvelle campagne de Gamelyn Games, c'est-à-dire l'éditeur de la grande et longue série des Tiny Epic. Alors je vais pas tous vous les citer, hein, les plus récents étant Tiny Epic Cthulhu, mais vous les connaissez aussi peut-être pour Tiny Epic Pirates, Dinosaurs, qu'est-ce qu'on avait encore, Max, Zombies, peut-être un des plus célèbres à ce jour, je dirais, Airland Sea, enfin bref, il y en a une masse. Il y a aussi Galaxies qui était quand même assez connu, Western peut-être également. Xavier, pendant un temps, on avait 7 ou 8, je crois. Je crois qu'il en a conservé que 1 ou 2. Alors, ils sont pas toujours forcément de niveau équivalent, mais semble-t-il, hein, Game of Thrones, Tiny Epic Game of Thrones, est bien parti pour rafler la mise en termes de popularité dans au sein de cette série des Tiny Epic. Les commentaires que l'on peut voir pour l'instant, bon après il faudra voir après la campagne, une fois que le jeu soit reçu par les backers, etc. Là, durant la campagne, on met toujours en avant de toute façon des commentaires dithyrambiques, bien évidemment, mais quand même, ça semble assez prometteur, et c'est vrai que ce que l'on peut apercevoir du gameplay durant la campagne est plutôt prometteur. Donc, Tiny Epic Game of Thrones, c'est pour 1 à 5 joueurs, pour des parties d'environ 60 minutes, et il aura aussi la particularité d'être jouable en compétitif. J'ai buté sur le mot, j'ai vu un dos d'âne dans ma tronche, j'ai bugué. Donc en compétitif ou en coopératif, mais pour cela il faudra utiliser l'extension Ice and Fire que vous entreapercevez ici. Pour l'instant, la campagne se passe très très bien, vous voyez, 7400 contributeurs environ, c'est une belle machine, hein, ils ont quand même emporté pas mal de contributeurs. Je pense que là, comme ça, à l'emporte-pièce, on peut aller chercher les 14-15 000 contributeurs d'ici les 17 derniers jours qui nous séparent de la fin de la campagne. Donc autrement dit, c'est la seule campagne cette semaine qui vraiment en a foutu de partout, c'est dégueulasse, sol, plafond, moquette, bref, c'est ridicule. Mais bon, en même temps, il y a la licence de Game of Thrones, c'était prévisible, on savait qu'il y avait quand même une certaine attente derrière.
Alors, passons un peu plus dans la campagne à proprement parler, avec directement un aperçu de ce que le jeu peut vous proposer une fois sur la table. Et c'est vrai que bon, là comme ça, c'est vrai que ça a l'air d'être un peu bordélique, il y a beaucoup de choses sur la table, mais en même temps, bon, c'est Game of Thrones, hein, comment reproduire tout ce qui est donc intrigue, la présence de nombreuses factions, entre guillemets familles plutôt, le mur du Nord que l'on aperçoit ici, etc., sans avoir beaucoup de choses sur la carte, d'autant plus que dans son mode compétitif, il s'agit essentiellement d'un jeu de contrôle de territoire, on va dire de majorité, etc. Donc bien évidemment, il va falloir envoyer, comme le veut le style de jeu dont il s'agit ici, envoyez vos dudes on the map. Hein, c'est un peu la façon dont les anglophones appellent ce type de jeu, des dudes on the map, donc des mecs sur la carte. On va envoyer masse de mecs sur les cartes en espérant simplement avoir la majorité sur les régions en question, et puis à terme bien sûr prendre sa place sur le trône de fer que vous apercevez ici dans la capitale. Et pour ce faire, vous aurez donc bien sûr plusieurs factions à votre disposition, telles que la maison Baratheon ou encore Stark, etc., chacune ayant aussi bien sûr ses propres spécificités asymétriques. Pour ce qui est du mode compétitif, c'est pour 1 à 4 joueurs, jusqu'à 5 si vous jouez avec l'extension Ice and Fire par exemple, pour des parties de 60 minutes, je le disais tout à l'heure, pour 18 ans et plus. Pourquoi? Peut-être parce que Game of Thrones a une réputation un petit peu, comment dirais-je, sulfureuse par moment, mais bon, dans un jeu comme celui-ci, ces éléments ne devraient pas sortir, donc je sais pas pourquoi c'est plus de 18, aucune idée. Et il y a quelques particularités intéressantes, c'est que pour un petit jeu, donc Tiny Epic bien sûr, hein, ils arrivent toujours à mettre en place des gameplays assez riches, avec très peu de composants, ils y arrivent toujours. C'est en tout cas la réputation qu'ils se sont forgés. Et là, pour le coup, ça semble assez intéressant parce que donc on a ces minis on a map, donc ces unités qu'on va aller envoyer sur les différentes régions de Westeros. Ensuite, également des cartes multi-usage, qui est une mécanique que j'apprécie tout particulièrement dans les jeux de société. Et puis également une sélection d'actions via des dés que vous pouvez utiliser en fonction de leur face, bien sûr, sur différents emplacements que vous apercevez ici à côté du plateau principal. Vous avez un total de 6 actions, je crois, peut-être 7, que vous pourrez sélectionner pour donc envoyer vos mecs, pour faire des intrigues politiques, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses à aller voir, on verra ça un peu plus tard dans la campagne. Ensuite, 4 manières de jouer à ce jeu, je l'ai déjà dit tout à l'heure, hein. On a donc du compétitif et du coopératif, vous me direz ça fait que 2, oui mais en fait il compte dans les 4, le solo compétitif, où vous devrez donc lutter contre un joueur artificiel pour accéder au trône de fer, ou le solo entre guillemets coopératif, où là vous devez bosser avec un joueur artificiel pour l'emporter face au roi de la nuit, qui vous cherchera bien sûr des noises. Et au-delà de ça, donc les deux modes compétitifs qui seront donc centrés sur l'obtention du trône, ou aussi le solo bien sûr contre les autres joueurs, pour les autres solos factices on va dire, hein, donc intelligence artificielle, pour prendre l'accès au trône, ou donc vous l'aurez compris, hein, pour ce qui est du coopératif, c'est plus en rapport avec le roi de la nuit, la défense de Westeros. Ensuite, continuons. Qu'y a-t-il dans la boîte? Rapidement, un aperçu. Nous aurons donc 7 maisons jouables. Les Lannister avec Jaime, bien sûr. Stark avec Eddard. Ensuite, la House Tully, House Baratheon, House Tyrell, House Greyjoy, House Martell. Il a mal fini lui pour le coup, mais bon, quelle scène mémorable. Voilà, ensuite quelques petits mini plateaux que vous allez disposer à côté des plateaux principaux, le scoring ici, les différentes régions qui vont composer le monde de Westeros, des cartes d'intrigue, il y en aura donc 45, ce sont donc elles les fameuses cartes multi-usage, alors que là voilà la carte empoisonnement qui rappelle elle aussi une scène mémorable, les petits dés de sélection d'action, tout un tas de meeples dans tous les sens représentant les différentes factions, même des petites pièces de métal par-ci par-là, des petits tokens de château, et les cartes de héros. Voilà, donc quand même masse de matériel. Vous avez aussi Hand of King, une sorte de mini-module qui vous rajoute également Tyrion à la place de Jaime pour jouer les Lannister, ainsi que le trône de fer représenté en une petite mini.
Ensuite, on a donc l'extension Ice and Fire qui vient acheter deux nouvelles maisons jouables, à savoir donc la garde de nuit, donc le Night's Watch avec Jon Snow, ou House Targaryen avec donc Daenerys et ses dragons, même si les dragons n'auront pas apparemment de miniature. Le Roi de la Nuit également, donc pour le mode solo ou pour le mode coopératif, ainsi que les éléments de jeu qui vont avec, bien évidemment, y compris le mur, bien sûr, au nord de Westeros, pour protéger Westeros des monstres de la nuit. Mais bon, l'hiver arrive, quoi qu'il arrive. Ensuite, on continue. Ici, vous avez le Heroes Pack qui vient aussi ajouter 7 nouveaux héros jouables. En gros, on va remplacer les personnages directement jouables dans la boîte de base par d'autres alternatives. Par exemple, pour les Lannister, ce n'est plus Jaime, c'est Cersei. Pour Stark, ce n'est plus Eddard, mais c'est Robb, et ainsi de suite. Vous avez des remplaçants un peu pour tout le monde. Par exemple, on a aussi Theon Greyjoy, hein, qui s'est fait couper les parties, mais qui est bien présent. Ensuite, les Reward Tiers, les différents niveaux de pledge disponibles durant cette campagne. 40$ le jeu de base, 45$ si vous prenez également l'extension Ice and Fire, 50 si vous prenez le gameplay all-in avec donc les nouveaux personnages en plus, donc le Heroes Pack que vous apercevez ici. La différence est pas si grande, ça ajoute encore plus de rejouabilité de par la présence de nombreux héros alternatifs, on va dire, ainsi que 5$ uniquement pour l'extension qui vous permet de jouer, en plus d'avoir deux nouveaux personnages en coopératif ou en solo, mais avec le scénario du mur, donc c'est quand même assez intéressant, c'est pas très cher en termes d'ajout. Après c'est vrai que pour un Tiny Epic 40$, je ne sais plus, est-ce que c'est cher pour un Tiny Epic 40$? C'est possible, là pour le coup j'ai oublié. Vous avez aussi un petit overview, donc une petite une présentation brève des différents modes de jeu, donc en compétitif, comme en coopératif, on verra ça plus tard. Donc la sélection d'actions avec les différents dés, hein, vous allez jeter des dés et à partir de là, les placer sur le petit plateau que vous voyez à côté de Westeros. Les actions sont elles-mêmes décrites ici. Vous avez l'action de recrutement pour envoyer des troupes sur la carte. Vous avez l'action de March or Sell, autrement dit traverser une région ou prendre le bateau pour aller vers une autre région en bateau. Whisper and Plot, donc là pour jouer des cartes d'intrigue, pour manipuler un petit peu comment dirais-je, les discussions à la cour, on va dire, hein, faire des petits coups de pute, on va le dire. Ensuite, Event Action, on va jouer aussi des cartes pour une autre partie de ces dernières, pour aller complètement retourner le cours de la partie, potentiellement, avec ici par exemple on voit les 100 visages. Ensuite, même chose, la présentation du mode coop avec le mur que l'on voit ici, et bien sûr, progressivement, vous le voyez que le Night King, le roi de la nuit, il va envoyer ces espèces de zombies vers le mur, progressivement le péter, et vous devrez trouver ce métal qui vous permet de vaincre les zombies, quoi, en gros, tout en protégeant autant que faire se peut le mur et l'accès donc à Westeros. Bon, après, toujours prendre les citations de radeau avec d'énormes pincettes, genre des pincettes qui font la taille d'un immeuble, parce on connaît, c'est sa réputation, mais il place ça en termes de mode coop, ou donc solo également, en termes de complexité, de richesse, de profondeur de jeu, au même niveau que Spirit Island ou Mage Knight. Le gars a pas froid aux yeux. Mais bon, encore une fois, prenez ça avec des grosses pincettes. Donc le Night King, qui aura aussi sa petite miniature, des éléments de jeu supplémentaires, y compris le mur, bien sûr, quelques cartes supplémentaires, les fameux tokens derrière lesquels se trouve peut-être le fameux métal dont j'ai oublié le nom, qui vous permettra de vaincre les sortes de zombies, etc., avec là encore aussi... non, ça c'est autre chose. Hein. Les héros de base, ça n'a pas de rapport avec l'extension en question. Donc les différents héros de base que vous voyez ici, qui auront leur propre spécificité asymétrique, bien sûr, en début de partie. Ensuite, pareil pour Tyrion Lannister, qui est donc présent dans la Deluxe, qui ne le sera peut-être pas dans la version boutique, j'imagine. Ceux de la version, de l'extension Ice and Fire, donc Jon Snow et Daenerys. Et puis donc le Heroes Pack avec les 7 nouveaux héros alternatifs que vous entreapercevez ici, même si pour tous leur compétence asymétrique est grisée. Donc pour l'instant, on ne sait pas exactement ce dont ils sont capables, ce qui les différencierait des héros de la boîte de base. Par contre,
apparemment, bon, c'est du Tiny Epic, donc tout est très tiny, encore plus Tyrion, bien évidemment. Et du coup, même pré-peintes, je les trouve pas si magnifiques que ça, les mini, honnêtement. Mais bon, peut-être que si elles sont vraiment très petites aussi, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas. Vous pouvez télécharger les règles ici. Comme de plus en plus de campagnes, il propose un tutoriel via Diced, donc une sorte d'appli qui vous propose des how to play, en gros des expli parties en vidéo, réalisées par des professionnels, etc. Donc plutôt une appli qu'on s'apprête à voir de plus en plus, j'imagine. Apparemment, il pourrait y avoir des vidéos également en français à terme, pour celui-ci comme pour d'autres, hein. Je parle plus de Dice Tutorial que pour Tiny Epic dans la situation actuelle. Mais ouais, gardez un œil sur Dice Tutorial, ça peut être assez sympa à l'avenir, y compris pour de la VF. Ensuite, continuons, on va aller chercher d'abord les frais de port, qui se trouvent ici, voilà. Pour le Canada, 17, 23, 27, ça dépendra de votre pledge, bien sûr, hein, le Deluxe plus extension coop, ou le All-in. Ensuite, pour ce qui est de l'Europe, vous avez la Belgique, 15, 18, 20 par exemple, la France, 12, 14, 16, qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre encore? La Suisse, 15, 25, 35, et puis pour nous, au Japon, potentiellement 15, 20, 25, en termes de frais de port, c'est relativement classique, même si c'est vrai que pour des jeux qui s'appellent Tiny, on aurait pu apprécier avoir des frais de port un peu plus tiny eux aussi. Mais bon, vous voyez que la quantité de matos est quand même assez impressionnante, comme souvent avec les Tiny Epic. C'est très petit en termes de boîte, mais il y a masse de matos à l'intérieur. Voilà, pour le reste, ma foi, j'ai pas grand chose de plus que ça à ajouter concernant Tiny Epic Game of Thrones, un projet qui a l'air d'être assez sympatoche. Je suis pas attiré outre mesure parce que toute la série des Tiny Epic, bon, pour reprendre une célèbre citation d'un de nos fameux présidents, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, même si j'avais beaucoup apprécié les premières saisons de la série télévisée, les deux dernières étaient assez décevantes, mais dans une approche plutôt bon, ludique, comme c'est le cas ici, c'est pas quelque chose qui m'attire outre mesure, même si sur le papier, encore une fois, le gameplay a l'air d'être vraiment très sympatoche. Donc je serais curieux de voir des retours par la suite, et peut-être y jouer, pourquoi pas, mais de là le backer, non. Pour l'instant, donc 7382 backers 17 jours avant la fin de la campagne, et déjà 330 000 € d'engrangés pour Tiny Epic Game of Thrones. Et ma foi, c'est à peu près tout pour ce menu crowdfunding du 14 avril 2024. Je vous remercie donc de m'avoir choisi, oui, éventuellement, pourquoi pas, mais surtout de m'avoir suivi jusqu'au bout de cette vidéo, pour les plus courageux en tout cas. On se retrouve très prochainement sur la chaîne des Ludovores. On a 2 vidéos dans les cartons qui devraient sortir dans la semaine à venir. On a d'abord le pourboire et déboire du premier trimestre pour moi, hein, cette émission dans laquelle je vous présente les entrées et les sorties dans ma ludothèque, ce que j'ai acheté, ce que j'ai vendu, ce que j'ai reçu potentiellement. Et puis on aura aussi un numéro de Sur le pouce, donc cette émission dans laquelle on échange nos opinions, Xavier et moi-même, sur certains sujets au niveau du monde ludique, ou des trucs un peu plus personnels, mais en rapport avec nos ludothèques, etc. etc. Voilà, donc dans les jours à venir, je pense. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, comme toujours. Des bisous, pourquoi pas, ça change, et à la prochaine.